Dans un instant. En images et en commentaires, retour sur l'actualité du monde. La rédaction d'Arte vous propose son édition de nuit dans un instant. Tiens, mon chéri, couvre-toi. Allez, bois un peu d'eau. On s'en va maintenant? Et lui? Lui, tout le monde s'en fout. Sécheresse, famine, exode, indifférence. Juin. En juin, Arte vous réserve une chambre avec vue. Et les derniers, absolument fabuleux. Et il y aura aussi les valseuses. Le festival d'Annecy. L'âge d'or du football allemand. Plus une théma très à cheval. Plus un tour dans le Kilimandjaro. Plus mort de Barbet Schroeder. Et plus encore. Arte, vivant curieux. Dimanche et lundi. Le 13 juin, les citoyens de l'Europe élargie éliront pour 5 ans leurs représentants au Parlement européen. 338 millions d'électeurs sont invités à voter dans les 25 pays membres. Un scrutin historique dont Arte Info se fera le relais avec ses invités. Dimanche 13 et lundi 14 juin à 19h45 en direct de Bruxelles. À Cologne, c'est le choc. Une bombe remplie de clous a explosé vers 16 h dans une rue commerçante du quartier de Mülheim, un quartier à forte population turque. 17 personnes, des habitants et des passants ont été blessés, dont 4 grièvement. L'endroit où la bombe a été déposée n'a pas encore été déterminé par les enquêteurs. La police suit plusieurs pistes, y compris celle de l'attentat politique. Pour l'instant, l'attaque n'a pas encore été revendiquée, mais tout est possible. Selon des riverains, une bagarre au couteau avait éclaté au même endroit la semaine dernière. Au lendemain de l'adoption de la nouvelle résolution sur l'Irak, c'est un Bush radieux qui a ouvert le sommet du G8. Le président américain en profite pour faire progresser sa politique extérieure. Le G8 s'amuse à Sea Island en Géorgie. Le chancelier allemand a joué les Schumacher en voiturette de golf. Gerhard Schröder a été accueilli chaleureusement par le maître de cérémonie américain. Après une arrivée très décontractée, les chefs d'État des 8 pays les plus riches du monde ont entamé un ordre du jour plutôt chargé. George Bush est en pleine forme et il le montre. Après l'adoption aux Nations Unies de la résolution américano-britannique sur l'Irak, il tient à faire du G8 un nouveau succès personnel. Il a demandé à ses partenaires d'annuler une grande partie de la dette irakienne. Facile à faire pour les Américains car l'Irak ne leur doit presque rien. Plus difficile pour les Français et les Allemands qui ont de lourdes créances par rapport à l'Irak. Sur le terrain militaire, George Bush et le Premier ministre britannique Tony Blair ont demandé l'implication de l'OTAN en Irak. Nous collaborerons avec nos amis de l'OTAN pour poursuivre la tâche entreprise et, je le souhaite, la terminer d'une manière ou d'une autre. Apparemment, il y a quelques problèmes, car de nombreux États de l'OTAN ne sont pas en mesure d'envoyer des troupes. Nous le comprenons, mais je crois que l'OTAN doit participer à cet effort. Sur l'intervention des troupes de l'OTAN en Irak, le président Chirac est plutôt réservé. Je ne vous cache pas que je ne crois pas qu'il soit dans la vocation de l'OTAN d'intervenir en Irak. Et de surcroît, je n'ai pas le sentiment que ce serait opportun, ni même forcément bien compris. Enfin, cerise sur la photo de famille, le président américain a réussi à faire adopter par le G8 son partenariat pour le progrès et l'avenir commun avec la région du Grand Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Encore une démocratie à la sauce américaine. Le président américain a donc le vent en poupe. Retour sur un projet très controversé qui jusqu'à aujourd'hui n'avait séduit ni les Occidentaux, ni la plupart des pays arabes. George Bush ne pouvait espérer mieux. Et pour obtenir le soutien du G8 à son projet, il s'est bien entouré.
Hamid Karzai, le président afghan, et Jazi al-Yawar, le nouveau président irakien. L'Irak fait ses premiers pas en démocratie et l'Afghanistan prépare ses élections législatives. Deux exemples que le président américain aimerait donc reproduire à grande, très grande échelle, de la Mauritanie aux portes du Pakistan. Il entend mettre au pas les pays réfractaires à la démocratie et les conduire vers plus de libéralisme économique. Mais cette fois, plus question d'employer la force. Pour la plupart des pays dictatures ou régimes autoritaires entretiennent déjà de bonnes relations avec les États-Unis. Le deal, c'est un partenariat, soutien financier, aide au développement, sécurité contre une franche démocratisation. Les pays concernés ne cachaient pourtant pas leur hostilité au projet. L'Arabie Saoudite et l'Égypte ont ainsi décliné l'invitation au G8. Hosni Moubarak a déclaré rejeter ces recettes et ordonnances toutes faites. La plupart des dirigeants des pays arabes estimaient les réformes nécessaires, mais ils insistaient sur le fait qu'elles devaient émaner de l'intérieur. Le roi Abdallah II de Jordanie a lui accepté de venir jusqu'à Sea Island pour marteler que les Arabes devaient rester maîtres de leur destin. Le G8 en a apparemment décidé autrement. Alors qu'Israël entame des préparatifs pour son retrait de Gaza et de Cisjordanie, l'édification de la barrière de sécurité se poursuit sans relâche. Les Palestiniens ne décolèrent pas. Des vieux, des femmes, des adolescents, c'est tout un village qui s'est mobilisé. Depuis 3 jours, Al-Saouieh en Cisjordanie est devenu le symbole du combat des Palestiniens contre le mur. Ils refusent cette barrière de 8 mètres de haut qu'Israël veut ériger pour se protéger des incursions palestiniennes. Pour les habitants d'Al-Saouieh, l'enjeu c'est leur survie, la préservation des champs et des cultures qui les font vivre. Pour disperser les habitants, les forces israéliennes n'ont pas hésité à tirer. 3 Palestiniens ont été blessés, dont un homme de 70 ans. Depuis 3 jours, le village est en ébullition. 3 autres Palestiniens ont déjà été blessés alors qu'ils tentaient d'empêcher les bulldozers israéliens de détruire leurs champs. 1 millier d'oliviers auraient déjà été abattus. La Cour européenne des droits de l'homme examine le recours du leader kurde Abdullah Öcalan, condamné à mort par Ankara en 1999. La communauté kurde en a profité pour dénoncer ses conditions de détention. Reportage. Le sort de leur leader se joue aujourd'hui dans ce bâtiment, la Cour européenne des droits de l'homme. Alors, pour soutenir la cause de Öcalan, ces Kurdes sont venus d'Allemagne, des Pays-Bas, de Suisse et même d'Espagne. C'est eux qui nous ont soufflé la comparaison. Öcalan pour les Kurdes, c'est comme Mandela pour les Noirs d'Afrique du Sud. Et comme Mandela, il est maintenu à l'isolement total. La prison où est enfermé Öcalan se trouve sur l'île d'Imrali, en mer de Marmara, et il est le seul prisonnier sur cette île. Depuis 6 ans, il n'a pratiquement eu aucun contact avec d'autres humains. Alors aujourd'hui, ce que nous attendons de la Cour, c'est qu'elle constate que dans cette affaire, la Turquie viole la Convention européenne des droits de l'homme. Öcalan en banderole, t-shirt, fanion. La Fédération des associations kurdes n'a pas lésiné pour équiper plus de 10 000 manifestants. Car au-delà du rebelle indépendantiste, c'est la cause de tout un peuple qu'ils défendent. C'est vrai, apprentie européenne, la Turquie abolit la peine de mort et supprimé les tribunaux de sécurité d'État. Mais pour eux, c'est de la poudre aux yeux. En Europe, c'est l'impression que donne la Turquie, mais tout ça est superficiel. C'est vrai que sur certaines questions, elle essaie de se conformer aux critères européens, mais en réalité, elle refuse toujours de nous apporter de vraies solutions et de nous considérer, nous les Kurdes, notre leader Öcalan, comme des partenaires de dialogue. C'est injuste. Les Kurdes en Irak sont devenus importants à cause de l'intérêt des Américains, mais les autres Kurdes de Turquie, Syrie ou d'Iran ne comptent toujours pas. Nous sommes des êtres humains et ça, ils ne veulent pas le voir. C'est énervant.
mais on n'oublie pas de sourire. La Cour européenne a déjà estimé l'an dernier que le procès de Öcalan était inéquitable. Un second jugement défavorable à la Turquie serait une nouvelle tâche sur son bulletin d'adhésion à l'Europe. Cette adhésion, les Kurdes aussi la veulent, mais comme citoyens de plein droit. Ce n'est pas un hasard si le procès en appel d'Abdullah Öcalan coïncide avec la libération de Leyla Zana et de 3 autres députés du PKK par la Cour suprême d'Ankara. Ils avaient été condamnés à 15 ans de prison en 1994 pour leur soutien au Parti des travailleurs du Kurdistan. Leyla Zana est lauréate du prix des droits de l'homme du Parlement européen. Et maintenant, d'autres nouvelles du monde. Attentat à la bombe en Italie. Une bombe artisanale a explosé mardi soir à Bologne lors d'une réunion électorale de Gianfranco Fini, vice-premier ministre italien et chef du parti de droite Alliance Nationale. L'engin artisanal était placé sous un véhicule. L'explosion a fait 6 blessés légers. La police italienne privilégie la piste des anarchistes insurrectionnels. La classe politique portugaise en deuil. António Sousa Franco, tête de liste du Parti socialiste au Portugal pour les élections européennes, est décédé aujourd'hui des suites d'une crise cardiaque. Âgé de 61 ans, António Sousa Franco avait été victime d'un malaise à l'issue d'un meeting électoral. Le PS a décidé de suspendre sa campagne électorale. Le TA refait parler d'elle en Espagne. C'est en tout cas l'avis de la police espagnole après l'assassinat de 2 gardes civils près de Pampelune, dans le nord du pays. Ils ont été abattus à l'arme automatique par les occupants d'un véhicule tout-terrain qui a réussi à prendre la fuite. Le ministère espagnol de l'Intérieur, de son côté, n'exclut pas la piste du grand banditisme. Ecstatic Process, c'est ainsi que Madonna et le photographe américain Steven Klein ont intitulé leur performance commune présentée dès demain au NRW Forum à Düsseldorf. La star parmi les stars, Madonna. Rares sont les personnes qui peuvent l'approcher. Steven Klein, lui, a eu le privilège d'aborder l'excentrique diva. En fait, Steven Klein fait partie du cercle des intimes. Photographe de mode et de célébrité depuis plusieurs années, il produit photos et vidéos de Madonna, en étroite collaboration avec l'icône de la pop. Ces diapositives monumentales de Steven Klein ont peu de choses à voir avec un portrait normal. Pour le photographe, la chanteuse est une artiste aux 1000 visages, disposant d'un répertoire qui va bien au-delà du showbiz. Madonna sous l'apparence, c'est la réunion de tout ce qu'elle est. Madonna la reine, l'intellectuelle, la table dancerin, la religieuse, mais aussi quelqu'un qui souffre d'être tout cela à la fois. Madonna a lancé sa nouvelle tournée mondiale avec Ecstatic Process, une performance photo et vidéo. La réalisation du photographe de 38 ans est un mélange réussi de photos et d'art multimédia. Elle témoigne également des 1000 facettes de la mégastar et de son goût pour les chemins inhabituels. Elle n'a pas peur d'être laide ou de se laisser aller. Il n'y avait qu'une seule contrainte, faire d'elle un portrait de performeuse. On connaît Madonna, la provocatrice. Pourtant Beast, la dernière installation vidéo de Steven Klein, présente une Madonna déchaînée. Et voici les titres à la une de ce jeudi. Les habitants de Sea Island dans l'état de Géorgie reprendront une vie normale. Le sommet du G8 sera en effet clôturé demain en présence de 6 chefs d'État africains. À Belgrade, reprise du procès des assassins présumés de l'ex-premier ministre serbe Zoran Djindjic avec la deuxième comparution du principal accusé Milorad Ljukovic alias Leguia. Les Hollandais seront les premiers appelés aux urnes pour les européennes aussi en Grande-Bretagne, doublées d'un scrutin local. C'est tout pour ce soir. Bonne nuit à tous.
dans un instant. À l'occasion du Festival d'Annecy, le magazine Court-Circuit consacre un numéro spécial au cinéma d'animation. À partir de lundi, le Grand Canyon, ou le Kilimandjaro, ou Ayers Rock, ou la mer Morte, ou le Niagara. Vous avez besoin de grand air et de grands espaces. Faites le tour du monde des sites les plus grandioses de la planète. Mais pas n'importe comment. Offrez un planeur à vos yeux. À partir de lundi, à 19h, sur Arte. Sophia César. Tout aurait pu être simple, mais tout va être très compliqué. Et pourquoi ? Parce que César préfère aux doux rêves les vertiges du cauchemar. Ouvre les yeux. Un thriller fantastique de Alejandro Amenábar, lundi à 20h45 sur Arte.